Nous continuons à avancer et je passe la parole à Stéphane Van Damme, professeur d'histoire des sciences à l'Institut universitaire européen de Florence, où il est notamment spécialiste des Lumières, qui nous parle des vexations de la nature, l'épreuve des naturalismes entre révolution scientifique et Lumière. Moi aussi, j'aimerais commencer par remercier Philippe Descola pour sa généreuse invitation à participer à cette réflexion. Alors évidemment, je vais commencer d'abord par expliciter un tout petit peu cette expression de vexation de la nature qui semble un petit peu obscure. Commençons donc par une citation de Francis Bacon qui situe les enjeux de l'enquête sur la nature au seuil du XVIIe siècle. Il n'y a pas de PowerPoint, donc je vais essayer d'être clair. Nous ne nous bornons pas à constituer une histoire de la nature libre et déliée, telle qu'elle se manifeste dans son cours spontané et dans l'accomplissement de son œuvre propre, et qui comprend l'histoire des cieux, des météores, de la terre, de la mer, des minéraux, des plantes, des animaux. Mais avant tout, une histoire de la nature contrainte et tourmentée, telle qu'elle se manifeste quand l'art et l'assistance de l'homme l'arrachent à son état, la presse et la façonnent. Fin de citation. On peut entendre cette formule de deux façons. La nature des sciences n'était pas l'ensemble des conceptions de la nature, mais une nature laborieuse, forgée par le travail patient des hommes de science, selon la belle expression de Simon Scheffer. L'idée était bien, à travers les pratiques, les instruments, les dispositifs et protocoles savants, de construire une science expérimentale en rupture avec une histoire de la nature libre et déliée. Mais ce n'est pas qu'une nature objectivée par les sciences et les dispositifs expérimentaux. Les vexations de la nature concernent aussi une nature artificialisée par la technologie. Derrière cette formulation de la contrainte, de la discipline, les hommes de science veulent aussi insister sur l'espoir dans la science qui s'affirme comme le triomphe sur la nature qui dessert l'étau des fatalités, selon la belle expression de Daniel Roche. Ce faisant, le monde objectivé par les sciences aurait peu à peu remplacé ce monde sensible, ce rapport sensible au monde, et cessé de faire sens. Comme on le sait, en réaction à cette transformation, au XXe siècle, les phénoménologues de Husserl à Merleau-Ponty n'auront de cesse de vouloir réaffirmer ou réarrimer les sciences au monde de la vie. De la nature vexée par la science de Bacon au monde de substitution, autre expression de Husserl cette fois-ci, les expressions donc abondent sur plusieurs siècles pour signaler plus qu'un divorce, une position ambiguë des sciences modernes par rapport à la nature. Mais à l'époque moderne, la nature n'a pas toujours été une abstraction. Ce processus a-t-il été aussi complet et aussi achevé ? On peut en douter si on en relit Gaston Bachelard, en 1938, qui voyait dans les sciences anciennes, celles du XVIIe et du XVIIIe siècle, une série d'obstacles à la formation de l'esprit scientifique. Obstacles de l'expérience première, obstacles verbal du langage, obstacles substantialistes, obstacles animistes, obstacles utilitaristes et enfin obstacles de la connaissance quantitative. Pour Bachelard, le mouvement des savoirs pré-scientifiques visait en effet à se débarrasser des leçons animistes, comme il l'écrit, mais aussi de l'analogisme. La thèse philosophique soutenue par Bachelard était tout entière confondue dans cette formule: l'esprit scientifique doit se former contre la nature. Et plus loin, l'esprit scientifique doit se former en se réformant. Une décennie plus tard, en 1950, Lucien Febvre, dans un article intitulé « De l'à peu près à la précision en passant par le oui-dire », pouvait ironiser sur la mise en œuvre effective de cette révolution scientifique, encore à la fin du XVIIe siècle. Loin d'être un embarras, l'ancien régime des sciences offre pour l'historien d'aujourd'hui une structure tensive, un laboratoire pour saisir, dans sa complexité, une autre histoire de la nature qui n'est pas entièrement polarisée par l'humain et par le vivant. Même si l'affaire semble déjà classée, il faut réouvrir donc le dossier sur d'autres bases et s'interroger sur la robustesse
du programme baconien. On a toujours insisté à la fois sur sa cohérence, sur son efficacité et son irrésistible conquête, à la fois de l'univers scientifique et aussi du monde. Il est peut-être temps de mesurer ses forces et ses faiblesses. Dans cette communication, nous faisons l'hypothèse inverse, que c'est peut-être à cause ou grâce à ces faiblesses, au XVIIe et au XVIIIe siècle, que ce programme baconien va s'imposer. Dans un livre récent, l'historienne des sciences, Lorraine Daston, distinguait 3 types de nature. Je cite, « La première nature est la complexité foisonnante des phénomènes, comme ils adviennent. La seconde nature est l'exploration systématique et sélective des phénomènes dans le laboratoire, l'observatoire et sur le terrain. Tandis que la troisième nature constitue le dépôt de ces trouvailles, des résultats de la seconde nature, sélectionnés pour durer dans les archives de la science. » On a souvent décrit ce processus de scientifisation de la nature soit comme une mathématisation de la nature, soit comme une querelle des anciens et des modernes. Sans nier la portée et la réalité de ces clivages, l'histoire des sciences aujourd'hui doit souligner les tensions, les conflits et les contradictions qui traversent ce projet de constitution de cette nature seconde. D'abord, l'ordre de la nature. Notre compréhension de la révolution scientifique a profondément changé en mettant de plus en plus en évidence une tension constitutive entre 2 régimes de savoir scientifique à l'époque moderne. L'un fondé sur l'idée des lois de la nature, de la mesure, de la quantité, de l'objectivité, mais aussi de l'enfermement dans des lieux spécifiques tels que le laboratoire ou l'observatoire. Un autre fondé au contraire sur la poursuite d'un idéal ancien, empirique, de l'observation, de la description, d'un paradigme de l'accumulation, de la collection et d'une valorisation du terrain. Cette tension s'exprime dans de fameuses controverses et donne lieu à l'expression d'un côté d'un pan-mathématisme qui réduit la matière à l'étendue et de l'autre d'un pan-naturalisme qui désigne le système qui considère la nature comme principe fondamental pour lequel rien n'existe en dehors de la nature, pour citer une formule de Denis Diderot en 1746. La définition de la nature donnée par l'encyclopédie signale la part de l'héritage et celle de l'innovation, mais surtout insiste sur la pluralité des définitions et des références. À la définition antique de la physis, donnée par Aristote, l'auteur rappelle que les sens n'ont cessé de s'étendre. Je cite, « Parmi les latins, ces différents sens sont en si grand nombre qu'un auteur en compte jusqu'à 14 ou 15. Monsieur Boyle, dans un traité exprès qu'il a fait sur les sens, vulgairement attribué au mot nature, en compte 8 principaux. » Fin de citation. La pluralité des définitions est cependant contrebalancée par une conception plus unitaire du système du monde, de machine de l'univers, ou encore d'assemblage de toutes les choses créées dans un sens mécanique. La nature désigne ainsi dans ses définitions, je cite, « l'ordre et le cours naturel des choses, la suite des causes secondes ou les lois du mouvement que Dieu a établies. » Les autres articles sur la nature de l'encyclopédie viennent ainsi amender ou déplacer cet héritage ancien, en le plaçant sous le régime des lois de la nature. Tout un ensemble de philosophes, se réclamant de Newton, de Locke, s'interrogent en effet sur le rôle et l'importance du statut modal des lois de la nature. Cet enjeu est d'autant plus fort qu'il autorise ou interdit le concept leibnizien du monde possible pour mettre l'accent sur les lois, la régularité, la quantité, une causalité forte que l'on veut à l'aune des vérités mathématiques. Et donc, comme chez Maupertuis, cette définition ouvre la perspective d'une nouvelle cosmologie. L'offensive des mathématiciens consiste bien à jouer les phénomènes contre les lois, l'empirisme contre le causalisme. Ce qu'a montré l'histoire des sciences, et en particulier l'histoire des mathématiques et l'histoire de l'astronomie, c'est que ce projet d'unification de la nature ne va pas sans résistance dans le monde savant. D'abord, il y a des conflits internes, et les controverses se multiplient autour de la paternité, du calcul différentiel, du calcul infinitésimal, mais ces controverses vont au-delà des querelles d'attribution pour signaler un doute sur l'efficacité de telle ou telle méthode mathématique.
Ensuite, la multiplication des controverses externes entre mathématiciens, physiciens, philosophes de la nature, chimistes, indique des réticences dans la production de la nature seconde sur des bases purement mathématiques. Cette dénonciation de l'arbitraire des lois de la nature et des limites du mécanisme appliqué au domaine du vivant n'échappe évidemment pas à l'histoire naturelle, et on connaît la célèbre querelle entre Buffon et Linné à ce sujet. Elle n'est pas limitée à la France, puisqu'on la retrouve aussi bien au sein de la Royal Society, divisée entre les mathématiciens héritiers de Newton et les naturalistes, et qui vont d'ailleurs gagner la bataille avec Hans Sloane et Joseph Banks. Mais au-delà de ces controverses, l'activité classificatoire et quasi cartographique des savoirs naturalistes souligne une volonté d'unification. Les historiens et les philosophes des sciences ont mis ainsi l'accent sur le répertoire des concepts et des métaphores architectoniques qui gouvernent cette représentation d'unité de la nature. Qu'il s'agisse des métaphores spatiales, comme la carte, qui remplacent progressivement des métaphores plus temporelles, comme celle d'échelle ou celle d'âge. L'autre débat qui a intéressé les philosophes des sciences porte sur la limite haute de cette seconde nature, à savoir le rapport à la surnature. Le rapport de la science ou de la philosophie naturelle à la religion ou à la métaphysique. Les historiens ont montré que ces relations restent complexes au XVIIe et au XVIIIe siècle, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que la philosophie naturelle a adopté une distribution des tâches et des objets qui va longtemps se maintenir. La nature de l'époque moderne, depuis le XVIe siècle, se répartissait selon les experts entre l'ordre naturel, physique et humain, ce qu'on appelait le prénaturel ou extranaturel, l'extraordinaire, qui regroupait par exemple la question des monstres, et le domaine du surnaturel, qui est composé des entités religieuses telles que les anges ou le diable. Or, comme l'a bien montré Caroline Callard à propos des fantômes, ce travail de discernement et de distribution entre différentes formes d'entités et d'ontologie, et différents types d'expertise, théologiens, juristes, médecins, philosophes de la nature, n'est pas si simple, et l'on relève bien des exemples de naturalisation d'êtres surnaturels ou de divinisation d'êtres naturels dans le monde savant. Le second point qui est à noter pour le XVIIIe siècle, c'est que l'horizon métaphysique de la science reste omniprésent. Il est même relancé sur d'autres bases, en particulier dans le contexte germanique, dans l'Empire, à Halle, à Berlin, à Göttingen, à Königsberg. On déplace le domaine métaphysique sur les terrains des savoirs naturalistes. On assiste donc aussi progressivement à une naturalisation ou l'application d'une approche naturaliste à la métaphysique. Si l'examen des fondements proprement épistémologiques ne suffit pas à garantir un processus d'unification, tournons-nous du coup du côté des pratiques. Pouvons-nous parler d'une forme d'orthopraxie ? L'histoire matérielle des sciences nous livre en effet un tout autre récit que celui des batailles épistémologiques pour mettre l'accent, au contraire, sur la convergence des dispositifs matériels, institutionnels et instrumentaux qui guident la production de cette seconde nature à l'âge classique. Certes, on a longtemps affirmé que la mise en place d'un nouvel expérimentalisme fondé sur une rupture avec l'expérience immédiate de la nature et une mathématisation avait créé une fracture et une polarisation au sein des disciplines scientifiques. Ce nouvel expérimentalisme va pourtant envahir tous les domaines de l'enquête scientifique et parfois au risque de devenir un expérimentalisme de façade ou un simple spectacle. Alors qu'on a souvent décrit l'histoire naturelle comme une pratique rétive à la nature produite en laboratoire et plus attentive au terrain, à la description, les recherches actuelles montrent que les pratiques de terrain, de la description, de l'observation et même de la collection sont communes à un très grand nombre de sciences et de disciplines et façonnent une culture scientifique transversale où l'astronomie, la chimie, les savoirs antiquaires participent aussi d'un paradigme de l'histoire naturelle. La circulation, voire l'unification du naturalisme par les pratiques repose donc sur un usage nouveau de l'instrumentation. Et il est vrai, comme l'affirme Buffon, que l'instrumentation va rapprocher les disciplines plus qu'elle ne les sépare. Je n'ai pas le temps ici d'insister sur la révolution du microscope,
à laquelle est associé Buffon, le défunt Buffon, mais il est très clair qu'elle va changer, en changeant d'aisselle, elle va proposer un nouveau type d'expérimentation. Loin de s'opposer, donc ces différents régimes de pratique construisent une herméneutique hybride qui intègre aussi bien la culture livresque, l'expérimentation, la collecte, l'observation, que la description ou la collection. Au problème de l'instrumentation, les savants anglais de la fin du XVIIe siècle ajoutent celui de la production d'images scientifiques fiables. Et c'est évidemment un des derniers aspects auxquels est associée cette idée d'autonomisation de la nature, c'est évidemment les techniques de visualisation. Pour Bacon, l'histoire naturelle a toujours été considérée, c'est son expression, comme une science visuelle, accordant à la vue une primauté et l'apparent des vertus de la transparence. La nouvelle objectivité était donc fondée sur une expérience oculaire. Or, l'histoire de l'art, comme l'histoire des sciences, ont montré que la question de la visualisation avait été pour le moins ambiguë au XVIIe siècle et que, loin de construire immédiatement de l'objectivité, la mise en image avait contribué à jeter le trouble. Robert Hooke, célèbre expérimentateur de la Royal Society, pourtant vraiment fidèle au programme baconien, s'interrogeait sur les problèmes liés à la représentation d'après-nature, en termes de forme, de lumière, de couleur, de taille et même des phénomènes observés. Si la nature devient objet d'art avec la peinture de paysage ou la nature morte, les enjeux sont évidemment différents et souvent la mise en image propose une forme de scepticisme, un effet de désenchantement, voire un rejet de la science, comme ça a été analysé pour les sciences ibériques au XVIIe siècle. Par les images, les naturalistes ont donc tenté de corriger les imperfections du langage et de la nomenclature, par une communication visuelle en montrant les caractères cachés de la nature. Mais évidemment, dans la pratique, c'est plus difficile. La nature ne se laisse pas facilement représenter. Cette nature morte, qui se présente comme une archive vive, l'image est inscrite dans un processus de connaissance et d'interprétation, en prise directe sur l'enquête, est un instrument de mobilité intellectuelle, et ça avait été bien noté par l'historienne de l'art Svetlana Alpers, qui avait l'habitude de dire que la nature morte était la construction d'un bien portable. Ce que permettent les images, c'est donc aussi l'enregistrement, la comparaison, la préservation. Et dès lors, l'objectivation se matérialise non seulement dans les images, mais aussi dans les objets eux-mêmes. L'histoire matérielle des sciences a montré l'émergence de nouvelles techniques de préservation et d'archivage, qu'il s'agisse de la création d'un mobilier adéquat, ça a bien été analysé dans le cadre de Linné, par exemple, pour ranger les papillons, les fleurs, mais aussi de techniques de préservation. Les techniques taxidermistes apparaissent au XVIIIe siècle et se développent. Le terme donc de naturalisation, qui va être adopté au milieu du XIXe siècle, pour désigner justement ces techniques, se met en place dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. L'examen donc de ces épistémologies, de ces pratiques, de ces images, a montré que la production de cette seconde nature n'avait rien d'évident et que sa robustesse dépendait d'une convergence des dispositifs pratiques. C'est une hypothèse que je fais. C'est par la controverse, c'est par la tension que s'unifie le programme baconien, mais pas seulement. Ce pannaturalisme scientifique, ce sera ma deuxième partie, est-il pour autant partagé par tous à l'époque moderne? Comme l'écrit très justement Philippe Descola, il n'est pas sûr que les paysans du Languedoc de Leroy Ladurie ou le peuple de Paris de Daniel Roche aient tous partagé ces conceptions naturalistes. L'enjeu d'une telle approche est de montrer comment ce naturalisme scientifique fut approprié ou non, sous des formes multiples, au XVIIe et au XVIIIe siècle, et comment cette dynamique s'inscrit, pour l'historien d'aujourd'hui, dans des enjeux politiques, économiques, sociaux et environnementaux. Ce clivage entre science, naturalisme, scientifique et sa capacité à produire de la hiérarchie, à redistribuer les conceptions de la nature, est évidemment le produit du XVIIIe siècle.
Les philosophes de la nature, comme les membres du clergé, ont ouvert la voie à la dénonciation de la confusion entre science et croyance. Cependant, on peut noter un certain nombre de limites à cette thèse du désenchantement du monde. D'abord, le régime analogique ou animiste n'a jamais disparu. L'Académie des sciences s'intéresse encore aux esprits animaux au début du XVIIIe siècle. Et comme l'a bien montré Kuhn Vermeer, l'imaginationnisme reste une théorie de la connaissance puissante et valide dans les cercles savants au début du XVIIIe siècle. Baguette divinatoire, lanterne magique, magnétisme animal relèveraient d'une démonstration analogique qui se continue jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Un autre exemple va dans le même sens, c'est celui des pierres précieuses, qui fascinent les cours européennes, et en particulier celle de Florence. À la fois objet de luxe, objet d'études minéralogiques, les pierres précieuses sont créditées, selon la tradition de la magie naturelle, de vertus médicinales et d'un pouvoir de guérir. Déjà identifiées par Bachelard comme une croyance animiste, materia medica, ces pierres deviennent l'objet d'expérimentations physiques et chimiques au XVIIIe siècle. Dans le vaste mouvement d'enquête sur les cultures populaires, on retrouvera jusqu'au moment de l'enquête de l'Académie celtique, au début du XIXe siècle, des traces de cette stigmatisation à travers cette question. Y a-t-il des pierres auxquelles le vulgaire attribue la faculté de faire des miracles, qui est encore une des questions posées au début du XIXe siècle. Il n'y a donc pas de contradiction entre différentes conceptions de la nature, mais parfois concurrence et conflit dans les interprétations. Ce qui frappe, quand on regarde précisément, c'est l'absence de hiérarchie dans les causes explicatives. Si l'engouement pour les savoirs naturalistes de l'histoire naturelle dans les sociétés d'Ancien Régime est évident, il ne procède donc pas d'une simple diffusion verticale des académies au lieu public. Que l'on prenne en compte les indices de l'histoire du livre, succès de l'histoire naturelle, par exemple celle de Buffon, que l'on prenne l'indication de la diffusion de la pratique de l'herborisation à travers les promenades, l'engouement pour les jardins, la place des animaux exotiques ou domestiques, comme le cheval, sur les marchés ou à la foire. On a une multiplication de sites et d'occasions de rencontres avec le naturalisme savant au XVIIIe siècle. Or, ces lieux mentionnés dans les préfaces et discours préliminaires, où les parties les plus savantes ne sont pas disqualifiées par les savants eux-mêmes. Donc, je m'oppose un petit peu à cette séparation stricte des sphères naturalistes, mais au contraire, on voit une circulation. Buffon, de Banton, ils font de la naturalisation à la foire Saint-Germain. Et le forain Ruggieri, qui montre ces animaux exotiques, le taureau, le grand phoque, quoi d'autre, le tigre de Sibérie, eh bien, Ruggieri ciblait spécifiquement sur ses affiches les amateurs d'histoire naturelle. Le maintien de savoir empirique, qui repose sur une expérience ordinaire et directe de la nature, rend possible une participation large au sein de la communauté des naturalistes. Si le naturalisme moderne doit en effet progressivement se départir des autres formes de savoir sur la nature qui sont légitimes, le savoir procédural qui vient de l'observation directe, le savoir empirique qui met l'accent sur le qualitatif, le singulier et le subjectif, il ne faut pas simplement opposer ces différentes cultures de la nature, mais montrer des circulations et des hybridations. Alors c'est particulièrement vrai d'un certain nombre de sciences, comme les sciences vétérinaires, comme nous le rappelait Daniel Roche, qui émergent au milieu du XVIIIe siècle et qui constituent une sorte de zone de contact entre médecins, savants et maréchaux ferrants. Le développement des sciences vétérinaires se fait ainsi sous le patronage royal. La création de l'école royale vétérinaire de Lyon, par Claude Bourgelat, ne répond pas à une volonté de savoir général sur les animaux, simplement, ou de réaction aux épizooties qui ravagent l'Europe, mais elle est aussi elle est liée à une économie politique physiocratique d'amélioration de la nature, d'amélioration de l'agriculture. On pourrait prendre d'autres exemples, les traités de jardinage, par exemple. Il faut que j'aille plus vite. Cette conception, si on a insisté dans cette première aspect sur le brouillage de ce grand partage social, il faut aussi s'interroger d'un point de vue plus holistique sur l'idée des économies morales de la nature d'Ancien Régime, qui contribuent à la fois à nouer une relation organique entre les pouvoirs et les sujets, et à hiérarchiser et à domestiquer.
Par le terme d'économie morale de la nature, je me rapproche plus d'E.P. Thompson que de Lauren Daston, en essayant de voir comment des conceptions de la nature sont ancrées dans un système de principes, un ensemble de normes et de valeurs, mais aussi dans un réseau de relations sociales et de rapports politiques et économiques. Certains analystes ont vu dans la révolution scientifique, en effet, la mise en place d'un modèle judiciaire qui s'accorde avec la réalité des monarchies modernes et qui annule le débat politique, le débat populaire sur l'intérêt commun et fonde la politique, le secret du prince. Le nouveau travail d'objectivation de la nature qui est mené au XVIIIe siècle s'appuie en effet sur un nouvel ordre politique, social et économique. Un objet aussi minuscule que l'insecte, nous rappelle Réaumur, est un objet total au carrefour de la culture absolutisme et de l'économie néo-mercantiliste. On peut signaler ainsi deux processus parallèles. D'abord, la mise en place d'une administration de la nature, une administration royale de la nature, qui prolonge celle que nous a décrite Étienne, qui est tout à fait patente et qui ne vise pas simplement à exploiter les ressources naturelles, mais aussi à les préserver. Le roi et son administration sont les gardiens d'un équilibre de la nature qui sera encore célébré par Linné au milieu du siècle. Donc équilibre de la nature dans un sens proto-conservationniste. De l'art du jardin à l'essor de la ménagerie royale, en passant par la chasse et l'administration des eaux de Versailles, l'usage politique de la nature par le roi impose un absolutisme environnemental, comme l'a bien montré Grégory Quenet. La mise en place, voilà, je cite juste, ce naturalisme n'est pas perçu toutefois par les contemporains comme positif. Prenons par exemple cette citation de Maupertuis, qui fait retour sur le XVIIe siècle et sur la Révolution scientifique, et décrit ainsi les expériences de William Harvey. Charles Ier, roi d'Angleterre, prince curieux, amateur de sciences, pour mettre son anatomiste à portée de découvrir le mystère de la génération, lui abandonna toutes les biches et les daims de ses parcs. Harvey en fit un massacre savant. Mais ces expériences nous ont-elles donné quelques lumières sur la génération? N'ont-elles pas plutôt répandu sur cette manière des ténèbres plus épaisses? L'essor épistémologique des pratiques de dissection sous le règne de Louis XIV met bien en évidence le poids de cette culture de cour, queuraille, subrepticement, Maupertuis en pourfendant à travers le cas anglais, le massacre savant. La révolution scientifique n'est plus simplement décrite en termes de vexation de la nature, mais en termes de coûts et bénéfices et de dommages faits à la nature. Le second processus, c'est le développement d'une pensée économique sur la nature. Et beaucoup d'acteurs ou de groupes d'acteurs, comme les corporations, sont en effet partie prenante d'une réflexion sur l'usage de la nature. Apothicaires, jardiniers, horticulteurs ont un pied dans les deux mondes, dans le monde savant, ou dans les trois mondes, celui de la cour et celui du marché. Ils articulent un double processus, une tentative de régulation de la marchandisation de la nature, d'abord, et ensuite la mise en place d'une véritable police naturaliste qui associe les académiciens, les commissaires de police, à partir des années 1730. La frontière scientifique entre science et pseudoscience se double d'une frontière juridique entre licite et licite. On emprisonne à la Bastille non seulement les sorciers, mais aussi les fabricants de faux remèdes, les empoisonneurs, les faiseuses d'avortement, qui utilisent des remèdes abortifs, mais aussi les alchimistes accusés de rechercher la pierre philosophale, encore jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. La Bastille est ainsi pleine de naturalistes. Une tentative de circulation de l'information par la constitution de filières, la structuration de la marchandisation par le catalogue de vente, offre une nouvelle réflexion sur les exigences de l'offre et de la demande. Alors là, j'avais un passage sur la production des fraises, mais je le passe. L'augmentation... voilà. L'autre tension constitutive, évidemment, c'est celle entre urbanité et nature, entre ville et campagne. Autre clivage traditionnel que l'on peut retrouver dans cette opposition entre Montaillou et le peuple de Paris. L'histoire des choses banales a bien montré que le vieil adage selon lequel la nature ignore la ville ne convient qu'imparfaitement aux situations d'Ancien Régime. La pratique de l'herborisation en ville serait plus qu'une pratique culturelle, mais l'instrument d'une assignation, d'un enregistrement de la nature et d'une appropriation pour quelqu'un comme Rousseau. L'insistance portée à la nomenclature
déplace ainsi les querelles sur la classification et l'ordre de la nature pour rejoindre aussi une interrogation sur la toponymie et sur la cartographie. La nature des villes, et singulièrement des métropoles, est ainsi problématique car elle est marquée par cette dimension cosmopolite, par ces flux et ces circulations lointaines qui impriment leur marque de distinction aux collections des grands jardins botaniques européens. Or, qu'est-ce qu'on fait au XVIIIe siècle? On recherche à inventorier les plantes natives de la ville. Et donc il y a une sorte d'investissement autour de cette communauté naturelle de la métropole, qui rejoindrait une communauté humaine, selon le mot d'Antoine-Nicolas Duchesne, qui parle dans sa statistique végétale des plantes, du droit de bourgeoisie des plantes. Alors, la bataille que se livrent les savants pour préciser les limites naturelles de la ville ne se présente pas comme une opposition entre l'urbain et la nature, mais comme une bataille sur l'articulation entre une nature proche et une nature lointaine. Ce qui est dénoncé, ce sont l'acclimatation des plantes exotiques dans les grandes capitales. Donc, une dénonciation d'une sorte de cosmopolitisme botanique, une pratique de terrain d'arborisation qui fétichise le contact, l'appropriation par l'herbier, la connaissance des lieux et une pratique de la collection de l'autre liée au voyage, au long cours et fondée sur la comparaison au lointain. Je finirai en quelques minutes sur la question de la projection de ce naturalisme en dehors de l'Europe. On le sait, on a souvent dit que l'histoire naturelle est une des premières sciences globales. La projection dans le monde et le retour du monde ou des mondes naturels en Europe constituent bien la dernière série d'épreuves que j'aimerais essayer d'examiner. En décentrant ou en pluralisant le naturalisme occidental, en soulignant les tensions internes et les limites, en montrant que la révolution scientifique n'élimine pas en Europe les autres conceptions de la nature, animistes, analogistes, l'historien des sciences se trouve en porte-à-faux par rapport à une autre dynamique qui lui est traditionnellement associée dans ce grand récit, à savoir la colonisation des savoirs et l'appréhension du monde par la projection du naturalisme occidental. La nécessité de situer la fabrique naturaliste a conduit en effet aussi à remettre en cause le schéma diffusionniste d'une globalisation linéaire et uniforme et d'une globalisation de la révolution scientifique. Trois types d'approches ont été convoquées, et je citerai juste les têtes de partie. D'abord, l'idée qu'il y a un empire du naturalisme. La première idée, c'est qu'il y a cette association entre des institutions, des acteurs, dans l'inventaire du monde, dans la projection coloniale des sciences, et qui a bien mis en valeur une collusion entre science et intelligence d'un côté, et science et dimension patriotique ou nationale de l'autre. L'exemple le plus célèbre, évidemment, c'est la mise en place par Carl Linné d'un réseau mondial, grâce à l'envoi de ce qu'il appelle ses apôtres, ces anciens étudiants qui vont sillonner le monde. Il y en a une vingtaine qui vont donc réunir, rassembler et permettre cet inventaire du monde. Cette projection en dehors de l'Europe, elle est le pendant d'une autre projection à l'intérieur de la Suède elle-même, vers le nord, en pays sami. Donc cette politique de l'État suédois est à double détente. D'abord, sponsoriser, financer l'empire de la nature, du naturalisme, et de l'autre côté, défendre une économie politique de la nature à destination du nord du royaume. Cette politique, cet impérialisme ou cette projection coloniale via les empires, elle n'est pas simplement pensée à la tête des États ou des gouvernements. On la retrouve par exemple dans la bouche du jardinier de Rennes qui travaille à Versailles et qui rencontre le roi Louis XV lors d'une de ses promenades. Je cite: « Qu'avez-vous là, monsieur de Rennes ? Sire, ce sont des graines de la zone torride que j'ai fait venir pour les serres chaudes de votre majesté. Le roi m'a demandé d'où elles venaient. J'ai dit de Mozambique, de Madagascar, des îles de France et de Bourbon. Le roi m'a demandé s'il y en avait beaucoup. J'ai dit 26 sortes, et je lui ai présenté la liste en disant au roi qu'indépendamment de ces graines,
j'avais 1363 pieds d'arbres précieux de toute la zone torride qui étaient recensés par mes soins depuis 10 à 12 ans au même endroit, aux Indes, et que ces arbres étaient aux ordres de Sa Majesté, tant pour peupler ces colonies en deçà de la ligne que pour l'ornement de la belle serre chaude. Sa Majesté a paru sensible à mes soins et le 14 juillet, j'ai reçu une ordonnance d'une gratification extraordinaire de 100 louis sur le trésor royal. Ici, plusieurs éléments sont intéressants. D'abord, l'interaction avec le jardinier, évidemment riche de sens. Celui-ci explique au roi le sens de son action. Il a une carte mentale de l'Empire français de la nature en tête. La nature de Versailles n'est donc pas entièrement ornementale, elle n'est pas simplement liée à un processus d'accumulation, elle prépare une colonisation de peuplement. Le naturalisme scientifique est en effet dans ce cadre muet en quête de nouvelles ressources naturelles, et c'est là qu'il y a une transformation de la nature en ressources. Je passe. Ce qui est frappant dans cet empire naturaliste, c'est évidemment l'idée d'un transfert écologique à l'intérieur de l'empire lui-même. On déplace les insectes cochenilles de Madras en Amérique du Sud, on amène l'arbre à pain de Tahiti aux Antilles, on transfère les graines de coton de l'Inde vers les Antilles, le thé chinois est transféré en Inde, on introduit le mérinos, le mouton espagnol, en France et en Angleterre. Donc il y a un système de circulation qui est tout à fait clair. Toutefois, ce naturalisme n'est pas aussi efficace qu'on en a semblé longtemps le penser, et pour plusieurs raisons. D'abord parce que les effets de la concurrence, de la compétition impériale ne permettent pas toujours une bonne intégration de l'information dans les collections métropolitaines. Second point, le modèle centre-périphérie est toujours contrebalancé par une régionalisation des échanges et des circulations naturalistes, comme par exemple dans l'océan Indien, et ces échanges ne mènent pas toujours en Europe. La mise en place, enfin, de ces réseaux n'empêche pas la critique de cette entreprise de globalisation naturaliste, souvent menée dans le sillage de l'affirmation d'une monarchie universelle française et catholique. Y a-t-il eu pour autant un partage, une confrontation avec d'autres naturalismes au lointain? On peut signaler là deux éléments pour finir. D'abord que le naturalisme constitue, comme l'astronomie, un outil de diplomatie et de transaction. Je n'ai pas le temps de le dire, mais l'herbier fonctionne comme un objet frontière, comme un script naturaliste qui sert à la diplomatie et qui fait de l'herbier donc un lieu d'échange. Le naturalisme n'est pas le seul fait des Occidentaux, mais on le retrouve aussi dans d'autres civilisations qui expérimentent au même moment la production d'un naturalisme au contact de groupes ou de populations minoritaires. C'est vrai par exemple au nord du Japon, autour des îles Kuril et d'Hokkaido. On a là une rencontre très intéressante entre les Russes, les Japonais, les Français et les Britanniques, dans la constitution d'une naturalisation de la nature des Ainus, par exemple. Voilà. Alors, donc la production des asymétries, elle est compliquée et elle est difficile parfois à repérer. Et donc, je passe à la conclusion. On a vu que le naturalisme occidental a été soumis donc à une sorte de triple épreuve. Une épreuve épistémologique, une épreuve politique et une épreuve géographique et anthropologique. Le programme du naturalisme baconien est resté, pour moi en tout cas, problématique et contesté, mais il a séduit. Pas simplement par la force ou par son association avec la culture naturaliste, mais par sa capacité intégratrice, sa plasticité en termes de pratiques, de normes et de valeurs hétéronomes en Europe et dans le monde. Le naturaliste ne s'est pas imposé d'emblée, mais il a été un projet ancré dans les sociétés pré-industrielles de l'Europe moderne. Je vous remercie.